Donc, Soufi, comment j'ai écrit Soufi? J'ai souvent lu des romans, mais j'ai l'impression, c'est ma méthode. Pour moi, le roman doit prendre un certain élan, une certaine épaisseur, qui ne s'arrêterait pas à la romance. Donc, je pense, pour moi, il faudrait écrire une histoire romancée, mais qui traiterait d'un thème d'importance. Dès que le lecteur finit, il aurait reçu certaines connaissances importantes d'une science quelque part, d'un art, d'une science quelque part, mais bien sûr dans un style romancé. Donc c'est ça ce que j'ai essayé et je crois avoir réussi. Dans cet ouvrage, il y aura une thématique, je dirais, horizontale, qui va un peu traverser tout le roman de long en large, et qui va le traverser comme un fil rouge. C'est le soufisme, donc le mysticisme, c'est de quoi il s'agit. Le personnage principal du roman, c'est un soufi, un mystique, mais par la force des choses, il est confronté à la colonisation et il va connaître la souffrance, le froid, la négligence, la prison et finalement la mort dans des conditions extrêmes. Donc, mais à travers l'œuvre, c'est beaucoup d'autres thématiques que j'appellerais verticales et qui vont parsemer l'ouvrage quelque part. Donc, je pense notamment à la baraka, au courage, à la bravoure, à la générosité qui marque ce cher qui est le personnage central du roman, mais qui marque aussi les Africains de façon générale. Donc, c'est leurs habitudes, quelque part, à travers le livre. J'en traite parfois incidemment, parfois de façon un peu plus apaisantie, et surtout du mysticisme qui comporte certaines choses qui sont des corollaires. Vous savez, le mysticisme, il y a toujours autour du mysticisme la notion de la baraka, donc cette aura, cette aptitude d'un cheikh ou d'un homme d'avoir de la baraka, donc la providence. Donc il peut faire des choses providentielles, il peut faire des actes qui sont d'habitude le plus souvent exceptionnels. Et là, c'est ça, la baraka. Le cheikh, justement, en déborde. On verra bien, c'est qu'il a des actes parfois jugés kabbalistiques, mais disons moins péjorativement, qui sont providentiels. Il y aura les rêves qui pour les soufis, les rêves constituent un peu un soufi, un mystique, il rêve, sinon il n'est pas. Donc on verra ce thème qui va un peu parsemer aussi la trame du roman. Donc, et bien sûr, les mystères. Donc, les mystères, des choses qui sont cachées, qui ne sont pas perceptibles par le commun des mortels et qui sont un peu l'objet de certaines interventions de l'auteur que je suis. Et là, il y a un thème quand même quelque peu bizarre, c'est celui de la jalousie. Pour les chers, les saints sont des gens d'une certaine hauteur, ils ont le baraka, ils sont des hommes providentiels, mais quand même, il reste quelque part des humains. Il y a la jalousie qui les prend. Et entre eux-mêmes, on le constate, parce qu'il y a un événement notoire dans une guerre qui se passe quelque part dans la trame du roman, qui est justement dû en fait de jalousie. Plus on est ancien, plus on a plus d'adeptes, on regarde à côté, il y a un autre cheikh qui a plus d'adeptes, donc il s'est rapproché plus de Dieu, et voilà, on aimerait mieux être plus près de Dieu que les autres. Et là, fatalement, ça crée la jalousie, surtout entre les adeptes, et ça crée des chocs qui parfois tournent au piment vert, comme on dit. Donc voilà, en ce qui concerne le courage, les valeurs guerrières, le courage dont je vais parler, donc notamment c'est en page 50, donc vous aurez le loisir de lire ce passage sur Boujrana, le prince, auquel le griot vient lui demander de lui couper la main. Donc il y a une joute oratoire, une joute guerrière entre son frère et lui pour ces intrigues de pouvoir. Et finalement, il y a le combat tourne, le problème tourne au combat armé. Donc il y a l'usage des armes
et une balle vient s'incruster dans le poignet de Boujrana. Et donc, comme il n'y avait pas de médecine, il n'y avait pas d'antiseptique ni d'antalgique, le bras gonfle à plus que des raisons et il est gangréné. Il devient vert à cause de il devient putrescent. Et là, donc, la Hilla, le campement émiral, se considère en danger, et parce que l'émir, qui est un peu le personnage central sur lequel tout le pouvoir s'apaisantit et la vie sociale et politique de la Hilla, est en train de disparaître, mourir, parce qu'il ne veut pas se soigner, il ne veut pas que l'on coupe la main. Mais il va falloir, ça n'est fallu de l'intelligence de Ali à la princesse, qui demande à Nevrou, un griot, lui dit, allez-y, vous allez voir Boujrana et de les convaincre de se faire couper la main parce qu'elle est en train de lui faire perdre tout le bras et éventuellement sa vie. Mais on constate que dans notre société, chaque fois qu'un guerrier passe à un acte de bravoure, c'est le griot qui passe, qui prépare un peu, qui ourdit, qui prépare cet acte grandiose. Mais le plus souvent aussi, c'est le griot lui-même, bien que casté, lui aussi, il a droit aux honneurs, il a droit à lui dire que voilà, que lui aussi, il est ceci, il est cela, pour qu'il puisse encore amener le prince à grand acte. Par exemple, ici, on voit l'Alia qui est dans ses œuvres pour le convaincre Nevrou. Nevrou, tu sais bien que tu incarnes l'histoire de Mohamed Slahi. Tu récites et perpétues la tradition par ton verbe ravageur, constructeur mais constructif, voire constructif mais voire constructeur. Pour autant, tes ongles peuvent faire et défaire le sultanat. Tes cordes vocales lient l'impossible à lier et délient l'inextricable. C'est toi qui as frappé, autrement dit qui as joué, la pelote du billet. Tu as le plus souvent rétabli l'ordre lorsqu'une rébellion ou un acte séditieux tendait à compromettre la règne de tes ancêtres. Aux nobles, tu rappelles leurs valeurs religieuses, morales et équestres. Aux vassaux, les faits et détails qu'ils en ont fait des tributaires. N'es-tu pas les griots qui a composé l'inimitable chor Sbouh al-Alia, le petit déjeuner des Eulad al-Alia et Maïou Kharras qui blanchit le sous-mode noir de Thomas, le prélude du mode Karl comportant 6 chors, commençant par T, en l'occurrence Tnaït, Twakwik, Tlagir, Taqamis, Felkis, Tahrar, etc. Ce sont bien tes ancêtres qui ont ravi les chors Moussa le lion et Deli Bougua et Sunki au griot nègre, consacrant la diversité arabo-africaine d'autres musiques. Donc voilà, ça c'est l'Alia qui est en train d'amener Nevrou à aller voir le prince Boujrana pour qu'il accepte de se faire élider la main qui met en danger le campement émiral et la vie de la société. En fait, en page 53, notamment, vous allez voir quand même que Alia est arrivé à convaincre Nevrou pour aller inciter le prince à cet acte et concentrer plus que jamais. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé un chor. Donc c'est le chor qui devait un peu lui l'amener, l'inciter à pouvoir accepter la coupure de sa main. Alors, disons que je commencerai par replacer un peu l'œuvre de Brahim Bakar dans son contexte historique de parution. Quand nous replaçons l'œuvre dans son contexte, dans le cadre notamment de la littérature africaine, on pourrait dire qu'il s'agit d'un roman anachronique. Et roman anachronique pour quelle raison? Eh bien pour des raisons simples. C'est que la littérature africaine, ou plutôt le roman africain, a été marqué récemment par 3 grandes ruptures. La première rupture, il est né, disons, le roman colonial particulièrement, parce que je parle des publications massives pour passer outre les premiers romans depuis Batouala, au début des années 50 jusqu'au début des années 60. Début des années 50, à peu près jusqu'en 1963, on disait que le roman ici était un roman colonial. Globalement, c'était des romans qui contestaient l'hégémonie coloniale et semblaient demander implicitement ou explicitement la fin de la colonisation. Alors,
Du début des années 60 à la fin des années 80, nous avons vu naître et se développer, monter crescendo, le roman que l'on appelle le roman post-colonial. Donc la thématique dite de la colonisation va être évacuée globalement par les romanciers au profit d'une nouvelle thématique générale centrée sur la critique des nouveaux pouvoirs africains qui semble avoir déçu. On parle alors de roman de la désillusion. Et à mon sens, c'est du moins l'analyse que j'ai faite, à la fin des années 90 jusqu'à nos jours, il y a eu une troisième rupture où globalement les thématiques portent sur une amplification de la question de la violence qui va avoir d'ailleurs un impact sur l'écrit, un peu comme si le mot tremblait sous la secousse de la violence dont il voudrait rendre compte. Alors, de ce point de vue-là, le roman de Brahim Bakar Sneiba Sophie tombe un peu comme un poil dans la soupe, donc remettant en cause à la fois sur le plan de cette dynamique romanesque, à la fois sur le plan de la thématique, mais également sur le plan de la forme, parce que j'ai omis de parler de la forme. Nous sommes passés des narrations pour ce qui est du roman colonial, des narrations plutôt linéaires, avec très peu d'anachronie, analepse et prolepse, vers des narrations beaucoup plus complexes avec le roman post-colonial. Et là, avec Sophie, nous voyons ressurgir la thématique de la colonisation. Mais ce n'est pas là une critique négative en soi, car on le sait, il n'a pas été là aussi le premier à le faire. On a vu d'autres romans, et en général, ma foi, de très bons romans, ont pris un peu le contresens de ces dynamiques romanesques-là. Je veux parler du roman de Yambo Ologem, qui en 1968, donc dans le roman post-colonial, semblait parler de l'Afrique précoloniale. Et je veux également parler de la carte d'identité de Jean-Marie Adjafi, qui, au début des années 80, a voulu revisiter le thème de la colonisation. Et voilà que Brahim Bakar, donc, à travers Sophie, remet au goût du jour la problématique de la colonisation. Mais heureusement, donc, il ne le fait pas selon une lecture déjà désuète, mais avec une nouvelle approche. Voilà ce qui m'amène un peu à dire que ce roman est avant tout, si je devrais le définir, je dirais que c'est donc un roman historique. Un roman historique avec un fort ancrage sur l'histoire, parce qu'il s'agit de l'histoire d'un personnage qui, ma foi, qui est quand même très connu dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest de manière générale, j'allais dire de tout le Sahel. C'est Cheikh Hamahour Rahman. Et on sait que le problème du soufisme des 11 et 12 grains a secoué l'Afrique à un moment donné, de sorte que le sujet a été particulièrement prégnant. Mais c'est aussi un roman de résistance idéologique parce que le personnage central, Hamahour Rahman, est celui-là qui résiste. C'est ici le héros qui résiste contre la colonisation. Non pas cette résistance armée comme nous l'avons connue ailleurs, mais une résistance sourde, une résistance forte, mais une résistance sourde par le biais de l'idéologie. Là où on l'opprime, il oppose la résistance par la profondeur, par le pacifisme total. Il ne réagit pas, il ne fait mal à personne. Mais plus il est opprimé, plus il s'enracine davantage dans ce qu'il considère comme étant la quintessence de son idéologie fondatrice. Enfin, c'est un roman, je l'ai dit, il l'a rappelé, j'ai dit que c'était également un roman de la diversité et de la dénonciation de l'intolérance. Et il ne pouvait d'ailleurs pas en être autrement, car le héros nous est présenté comme étant ce personnage-là qui a un double ancrage du point de vue ethnographique, du point de vue anthropologique. Sa mère est Peul, son père est arabe, et naturellement avec des ancrages, avec une épouse Wolof, etc. Et Hamahour Rahman a des traits de caractère essentiels qui ne pouvaient faire de lui que ce héros tolérant, ce héros qui accepte la diversité, ce héros qui exprime la diversité, non pas de manière véhémente, mais à travers une personnalité, ma foi, assez forte. Enfin, et pourtant, ce roman a beau avoir des ancrages, un ancrage théologique, un ancrage dans les profondeurs même du soufisme, il reste quand même, quelque part, de temps en temps, on y retrouve des parcelles qui nous rappellent ce roman épique. Roman épique, donc, c'est le cas notamment de cette histoire de ce prince Boujrana. Et là, nous sommes sur au moins un chapitre ou deux,
on finit par oublier la profondeur et le sophisme. On se retrouve totalement dans un roman épique, naturellement, où sont mis les valeurs de l'épopée sont mises en branle. Et je termine pour dire que j'ai également trouvé à la lecture de ce roman qu'il y avait beaucoup de recherches. L'auteur avait fait beaucoup de recherches. Il ne s'agit pas d'un roman où l'on étale seulement une fiction littéraire. Imaginez, il a fait beaucoup de recherches, à la fois sur le sophisme, cela se ressent, ça et là, mais également sur les textes fondateurs de la religion islamique, au premier desquels le Coran, qu'il cite au moins, je crois, 2 à 3 fois dans le roman. J'ai vérifié, ma foi, c'est des citations. Et je pense que globalement, le style, il y a également une véritable recherche par l'auteur d'une diversification de son vocabulaire, du lexique. Et ma foi, comme j'ai eu à l'écrire déjà, j'ai trouvé que c'était un beau roman qui revisite l'histoire. Je vous remercie. Je voudrais bien attaquer le roman de Brahim Ould-Sneib sur le plan académique, comme il l'a dit lui tout à l'heure, avec son jargon militaire dont il ne veut pas se défaire, malgré bien des raisons qu'il a de le faire. Je voudrais donc bien l'attaquer sur le plan académique, que je n'aurais pas dit mieux que ce que lui en a dit. Il nous a fait une lecture, ma foi, très académique et très fouillée de ce qu'il a écrit, et c'est une très bonne chose parce que, comme on dit chez nous, donc personne ne connaît mieux l'œuvre d'un auteur que lui-même. Cela dit, quand j'ai lu ce roman, j'ai été surpris par le fait que j'ai tout de suite trouvé dans le texte des relents moyenâgeux, non pas au sens négatif du terme, mais au sens purement historique. Pourquoi? Parce que nous avons une histoire de la vie d'un saint, Cheikh Hama Rahman, qui a par ailleurs, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue professeur Ba Khalidou, qui a son ancrage dans l'histoire réelle du pays, et Hama Rahman, c'est le saint de Nioro, voilà, que nous connaissons tous et qui continue à avoir aujourd'hui des adeptes un peu partout dans le pays et dans les régions avoisinantes. Donc c'est une histoire de vie de saint. Et l'on sait que la vie des saints est un genre littéraire du Moyen-Âge. C'est la littérature religieuse. Et elle se construit exactement comme il l'a construit lui, un personnage, donc un religieux qui par des faits extraordinaires, par des faits merveilleux, se construit une image presque surnaturelle, une image qui dépasse le réel, une image qui en fait un saint, et qui donc devient pour une partie de ses congénères, pour une partie de ses contemporains, il devient une sorte de pôle, une sorte de modèle, une sorte de, disons, je ne prononcerai pas le mot gourou parce qu'il a une charge très négative, mais une sorte en tout cas de personnage véritablement adoré. Et également, cette réputation n'est pas, si vous voulez, sans quelques difficultés, n'est pas sans quelques épreuves. Généralement, un saint, c'est un personnage qui a subi de lourdes épreuves, qui a payé de sa vie et de sa chair, donc le statut qu'il va avoir. Et si on regarde de l'autre côté, c'est également, si vous voulez, une histoire où nous avons une véritable saga militaire. Nous avons des militaires partout dans ce roman, des colons, des tirailleurs, des guerriers également, ça j'y viens. Nous avons le jargon militaire, le lexique militaire, les formules militaires très particulières et très spécifiques, nous les avons partout dans
la bouche des personnages, mais aussi dans le style même de l'auteur. Et cela fait donc de ce roman, cela lui donne les allures véritablement d'une chanson de geste, où nous avons, si vous voulez, le ton, à la fois burlesque et ampoulé, où nous avons le lexique, où nous avons disons la description des armes, la description de l'organisation militaire, etc., etc. Nous avons donc des héros qui se construisent un peu partout. Nous avons donc deux, si vous voulez, dimensions de l'œuvre. Une vie de saint, dont j'ai dit, dans un petit texte que j'ai écrit, je crois l'année dernière, dont j'ai dit qu'elle est à l'allure d'une chanson de geste. Et cela, en soi, au XXe siècle, est surprenant, à mon avis. C'est aussi un roman historique, parce qu'il raconte, si vous voulez, un épisode très important de l'histoire coloniale de la sous-région. Je ne dis pas de la Mauritanie tout seul, mais de toute la sous-région d'Afrique occidentale. Et on y retrouve aussi, si vous voulez, cette image du colonisateur conquérant, arrogant et méprisant. Mais de l'autre côté, comme l'a dit le professeur Khalidouba, on retrouve aussi l'Africain qui, Mamadou Khalidouba. Décidément. Donc, on y retrouve aussi l'Africain qui résiste à sa manière, qui résiste donc, si vous voulez, à sa façon, en utilisant les armes qui sont à sa disposition et qui sont sa culture, l'attachement à sa culture, le rejet de l'Occident, du colonisateur, le mépris et parfois aussi l'hypocrisie, si vous voulez. Nous avons beaucoup utilisé cette arme contre le colonisateur, notamment en ce qui concerne si vous voulez, les relations qu'entretenait notre élite à l'époque, c'est-à-dire nos notables, les relations qu'ils entretenaient avec le colonisateur. Parce qu'ils étaient obligés de coopérer avec un ennemi qui était plus fort, qui était là. Ils avaient utilisé très souvent la ruse pour se passer de mauvais coups. Voilà donc ce que j'avais à dire sur ce roman, que j'ai aimé, je l'ai dit sincèrement, et dont j'aurais peut-être pu dire plus si l'auteur n'a pas fait lui-même le travail des académiciens. Merci. Moi, à chaque fois qu'il y a une parution qui concerne la littérature mauritanienne, j'en suis ravi. Cette fois-ci, avec le roman d'Ibrahim, je suis d'autant plus ravi que dans le concert des thématiques de la littérature mauritanienne d'expression française, c'est la première fois où on fait religieux, ou bien un homme de religion devient une figure de proue, devient un héros. Certes, vous allez le dire, l'islam a toujours été présent dans le roman mauritanien, mais tout simplement en tant que référentiel. Là, dans ce roman d'Ibrahim, l'islam est à la fois objet et sujet. C'est ce qui fait, à mon avis, son originalité. Le roman d'Ibrahim, il nous brosse un islam il appelle soufisme, mysticisme, tout ce que vous voulez, mais moi je le résumerai tout simplement en islam de sérénité. C'est un islam serein qui nous est abordé ici.
Et l'incarnation de cet islam est Hamaoul Rahman. C'est le nom du personnage central, le nom du héros. C'est Hamaoul Rahman, on ne sera pas d'accord là-dessus. Oui, en partie. Lui, c'est l'écrivain qui attache beaucoup d'importance donc à la fiction. Mais je dois dire quand même, il s'est inspiré d'un homme, et vous l'avez tous deviné ici, qui est Cheikhna Hamaoullah. Vous l'avez deviné. C'est Cheikh Hamaoullah qui est ce soufis qui faisait tant peur aux colonisateurs. Je ne vais pas revenir ici sur la vie et l'œuvre de Cheikh Hamaoullah que nous connaissons tous. Brahim a su s'inspirer donc des éléments biographiques qu'il a pu recueillir ça et là, d'abord dans son milieu familial, l'homme d'Aïn qu'il est, pour ne pas dire d'ignorer tout simplement. Je reviens de tout cela parce que ce roman aussi s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle la littérature régionale, ou bien la littérature régionaliste, ou bien la littérature du terroir. On a l'habitude de nous enseigner les littératures nationales, littérature africaine, littérature maghrébine, mais on néglige ce genre de littérature qui est une littérature régionale, qui, j'allais dire, transcende de frontières. Parce que lorsqu'on parle de Cheikh Hamaoullah, il est à la fois mauritanien que malien, il est à la fois baladi, peul, mort, soniqué, c'est ça. Donc, on ne doit pas les cantonner dans une nationalité ou bien dans une communauté précise. Ce roman, donc, quelque part, il a des relents du roman historique. Du roman historique au sens de Balzac. Pardon, du roman réaliste au sens balzacien. Tout comme il est aussi un roman historique comme Walter Scott nous l'a appris. C'est dire que finalement, c'est un roman qu'on ne peut pas se considérer dans un sous-genre bien précis. Roman mauritanien, roman africain, roman régional, mais aussi roman historique et roman réaliste, bien sûr, toutes proportions gardées. D'ailleurs, l'auteur lui-même ne s'est pas trompé. Lorsqu'il va penser comme épigraphe de son roman, cette définition de Georges Arnaud, un roman, c'est une histoire vraie, racontée par un menteur. Voilà. Voilà, je pense qu'à dire que tu es menteur, mais bon. Ce qui fait d'ailleurs le charme, c'est que Brahim lui-même ne revendique pas une certaine objectivité. Il ne se soucie pas d'une certaine exhaustivité. Aucun mot dans ce roman ne sommes la discorde. D'ailleurs, puisque je connais un peu la genèse du roman, le premier titre auquel il avait pensé, c'était Le grain de la discorde, qu'il a abandonné vraiment à mon grand regret. Voilà. Je n'aborderai pas donc encore ici la question du soufisme, le temps presse. Permettez-moi tout simplement de dire rapidement que le roman de Brahim Bakar est un document pluridisciplinaire qui nous apprend et l'histoire et la science politique et la sociologie, surtout en cette période où l'Afrique était sous le joug de la colonisation. Idmo en a beaucoup parlé. Une époque où la terreur était érigée en système de gouvernance. Et pourtant, tout en se soumettant à l'autorité, comme d'ailleurs le lui recommande la religion musulmane, le héros de ce roman sait aussi tenir, s'il le faut, à cette même autorité. Il accepte le compromis, mais jamais la compromission. Donc,
je vais lire un tout petit extrait. Voici le fameux cher Hamad Rahman, s'exclame le gouverneur général. Chérif, te crois-tu plus fort que tous ces grands marabouts? Te crois-tu plus instruit encore? Pourquoi ne restes-tu pas tranquille? Si tu es encore turbulent, c'est parce qu'on n'a pas encore, c'est parce qu'on t'a pas encore embêté. En tout cas, tu vas souffrir et je te promets que tu ne verras plus cette terre d'Afrique. Ne veux-tu pas être comme tous ces grands marabouts ici présents? Le shérif fait des citations. Le shérif qui est toujours debout et enchaîné devant l'assistance a pourtant le courage de répondre, car un vrai shérif descendant du prophète de l'islam n'a jamais peur. Il dit, je cite, « Je ne vois sincèrement pas ce qu'on peut me reprocher, monsieur le gouverneur, s'adressant au gouverneur général. Je paye mes impôts, je rachète mes prestations, je ne me suis pas opposé au recrutement des tirailleurs, ma conscience ne me reproche rien du tout, j'attends toujours vos preuves de ma culpabilité. Pour répondre à vos questions, je dirais que les marabouts que voici sont très respectables et en aucune façon ils ne veulent être enchaînés publiquement comme moi. Et moi, je ne voudrais pas être comme eux. Regardez leur poitrine, ils acceptent vos médailles. Ces médailles sont les médailles de ces bas mondes. Vous pouvez être sûr que moi, je n'épinglerai jamais vos médailles sur ma poitrine. Dieu ne m'autorise pas à le faire. Enfin, comme tu tiens à me faire souffrir, je vais t'aider dans ce sens. Tu peux m'interdire le port du chapelet. Tu peux m'empêcher de prier. Tout cela ne fait pas souffrir. Mais comme tu tiens absolument à me faire souffrir, voilà comment tu peux le faire. Empêche-moi de penser à Dieu pendant que je suis en vie. Fin de citation. Ce roman, certes, il est un peu volumineux, 134 pages, réparti en 10 chapitres, ce qui rend sa lecture d'ailleurs aisée, souvent une narration chronologique allant de la visite du missionnaire de Tlemcen à la déportation, au dernier rêve, lui-même il a développé ces termes, en passant par la jeunesse du Cheikh, aux avatars de la colonisation, ou encore à la révélation du nom secret, en Bambara ou en Soniké, on aurait dit l'os secret, car c'est un secret lourd à porter. Le roman, ça sera mon dernier mot, quitte à me répéter, est un roman, est un document historico-politico-religieux et surtout littéraire qui nous donne à lire plusieurs tableaux de notre sous-région. Je vous remercie.